Je suis né sur une île qui n'avait, en réalité, qu'une seule règle. Une règle non dite, mais visible dans la posture des gens, dans la façon dont leurs lèvres se pinçaient, dans la manière dont leurs yeux évitaient un certain coin de la mer. On ne devait jamais parler de l'île de l'autre côté de l'eau. Elle était à l'est, à un demi-mille de notre rivage. Impossible de la manquer. On la voyait presque de partout, depuis les quais, au-dessus de la ligne des arbres, ou des falaises du nord où paissèrent les chèvres. Elle était toujours là, immobile, inchangeable. Une parcelle de terre si proche qu'on pourrait l'atteindre à la rame en moins d'une heure, mais personne ne le faisait. Je ne me souviens pas d'un seul adulte qui l'ait nommée. Pas une seule fois. Et si quelqu'un en parlait, même par accident, on l'arrêtait net. Pas avec colère, juste avec fermeté, comme on souffle sur une bougie pour l'éteindre. Une fois, quand j'étais petit 7 ou 8 ans, peut-être j'ai montré l'eau du doigt et j'ai demandé à ma mère si quelqu'un vivait là-bas. Elle ne m'a pas grondé. Elle n'a rien dit du tout. Elle a juste pris ma main et m'a ramené à l'intérieur, comme si j'avais demandé d'où viennent les bébés ou ce qui se passe quand on meurt. Ce genre de silence. Une autre fois, j'ai demandé à mon grand-père s'il y était déjà allé. Il nettoyait du poisson près de l'abri. Il a marqué un temps d'arrêt, juste une seconde de trop, avant de dire non. Puis il a ajouté « N'en parle plus jamais ». Et c'était tout. Ce n'était pas interdit comme les choses dangereuses sont interdites. C'était plus profond. Comme si l'île elle-même refusait qu'on parle d'elle. Et que les gens d'ici avaient accepté ce silence. Notre île n'était pas grande. On pouvait la traverser à pied en quelques heures si on ne s'arrêtait pas. Il y avait le village, près de la baie ouest, avec ses ruelles en pierre, ses maisons à lattes de bois, et la petite église où l'on tenait le marché du dimanche. Quelques fermes éparses, un quai de pêche et la vieille tour de guet d'avant mon époque que plus personne n'utilisait. C'était calme, stable. Le genre d'endroit où toutes les portes grincent de la même manière et où l'on sait qui est passé rien qu'à la toux qu'on entend. Le bateau de commerce venait une fois par semaine, en général juste avant midi. On ne savait jamais d'où il venait. Il apparaissait toujours dans la brume. Il apportait de la farine, du sel, de l'huile et des outils en fer. Parfois des lettres, même si personne dans ma famille n'en recevait jamais. Il repartait avec des barils de poissons et des caisses de légumes conservés. Personne ne repartait avec lui. Seul le commerçant montait à bord. Il lançait la corde à celui qui l'aidait à charger ou décharger, mais personne d'autre ne franchissait la rambarde. On vivait en circuit fermé. On grandissait en connaissant nos limites. La mer, les bois, les falaises, et au-delà de tout cela, l'autre île. Nous étions 5 à ne pas pouvoir l'ignorer. Moi, Jonah, Sam, Ellie et Nathan. Des gamins comme les autres, avec trop d'énergie et pas assez de peur. On courait pieds nus dans les buissons, on fabriquait des lance-pierres avec du bois flotté, on se lançait des défis pour frapper à la porte de la veuve. On passait les journées chaudes à faire semblant d'être des soldats et les nuits froides à prétendre qu'on n'avait pas peur des fantômes. On volait des choses, mais rien d'important, des pommes, des bougies, une fois une bouteille de vin qu'on n'aimait même pas. On était juste des garçons bruyants et agités. Jonah était le plus grand, déjà large d'épaules, comme son père. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, on l'écoutait. Sam était le plus rapide, toujours le premier à grimper quelque part, le premier à courir, le premier à plaisanter sur des choses qui nous mettaient mal à l'aise. Ellie était discret et prudent, toujours celui qui demandait « et si ?» avant qu'on fasse une bêtise. Nathan était malin, parfois trop. Il inventait des mensonges si crédibles qu'on les croyait même après qu'il nous ait dit qu'ils n'étaient pas vrais. Et puis il y avait moi. Je ne sais pas trop ce que j'étais dans ce groupe. Je suppose que j'étais celui qui se souvenait, celui qui la portait le plus longtemps. On ne le disait jamais à voix haute, mais on regardait tous l'île. Depuis les rochers près de la falaise sud, depuis les champs du haut quand le vent balayait les arbres, depuis le rivage, quand on était censé pêcher, mais qu'on passait plus de temps à fixer l'horizon. On n'en parlait que quand on était sûr que personne n'écoutait. « C'est peut-être une ruine », a dit Ellie un jour. Genre, des gens vivaient là avant, mais il s'est passé un truc. Ça m'a soufflé du nez. Quoi, des fantômes ? C'est peut-être de là que vient le commerçant, ai-je proposé. Il le dit jamais. Jonah n'a rien dit. Il a juste fixé le lointain. On n'en parlait pas souvent. Et quand on le faisait, c'était toujours avec ce ton à moitié sérieux que les enfants prennent quand ils testent jusqu'où ils peuvent aller sans rendre la chose réelle. Mais avec le temps, l'idée s'est installée. Pas dans nos bouches, mais dans nos os. Comme si elle avait toujours été là, à attendre. Ce n'était pas un plan, pas encore.
Mais je crois qu'on savait tous qu'on irait. C'est Jonah qui l'a dit le premier. On était derrière l'entrepôt, tous les 5 perchés sur une charrette cassée qui s'affaissait un peu au milieu, en train de mâcher ce qu'on avait volé dans nos cuisines, du poisson salé, du pain dur, des pommes à moitié pourries qui avaient encore assez de sucre pour valoir le coup. Ce genre de nourriture qui a meilleur goût parce qu'on ne nous l'a pas donné. Il n'a pas toussé pour attirer l'attention ni préparer son annonce. Il a juste dit « Je pense qu'on devrait y aller », comme s'il se parlait à lui-même. Personne n'a demandé où, on savait tous. Ce silence, cette façon de ne pas se regarder, de continuer à mâcher comme si les mots n'étaient pas tombés, c'était un accord. Sam a craché un pépin dans la terre. Demain. Jonah n'a toujours pas levé les yeux. Dans 2 matins. Avant le lever du soleil. Nathan a hoché la tête. Et j'étais déjà en train d'imaginer la marée. On s'est retrouvés 2 matins plus tard, juste avant le lever du jour, dans cette lumière pâle et figée qui donne l'impression que le monde n'a pas encore commencé. La lune était encore visible, suspendue bas dans le ciel comme si elle hésitait à partir. La terre était humide de l'air de la nuit et tout autour de nous sentait l'océan. Pas le frais du vent et du sel, mais le rassis, vieille corde, bernacle, l'intérieur d'un tonneau à appât. On n'avait pas pris grand-chose. Quelques gourdes d'eau, un pain enveloppé dans un tissu, une corde, un canif que personne ne savait bien utiliser. Ellie avait pris la boussole de son père. Le cadran était fendu et l'aiguille dérivait même quand on la tenait bien droite, mais il l'avait quand même prise. Sam avait emporté un marteau sans jamais dire pourquoi. Jonah avait pris le petit esquif au bout du quai, là où on gardait les bateaux inutilisés. Il n'était pas en bon état, mais il flottait. C'était suffisant. Il a gémi quand on l'a poussé dans l'eau peu profonde, et pendant un instant j'ai cru que le bruit allait réveiller quelqu'un, mais le village au-dessus est resté sombre. Aucune lumière, aucun pas, juste le léger sifflement de l'eau et le bruit sourd des rames contre la coque. On est monté à bord. Jonah et Nathan ont pris les rames les premiers, trouvant un rythme sans parler. Les autres, on est resté en silence, le dos tourné au rivage. Je ne me suis pas retourné. L'eau était plus froide que ce que j'avais imaginé. Pas glacée, mais froide en profondeur, comme si elle venait d'en dessous de quelque chose. Il n'y avait pas beaucoup de vent, juste une brise légère qui avançait par à-coups, irrégulièrement. Elle frôlait la surface de la mer par endroits. Je regardais la lumière du ciel onduler puis disparaître sous les rames au fil de notre avancée. Plus on s'éloignait, plus la forme de l'île apparaissait, lentement, comme si elle perçait à travers une brume qu'on n'avait pas remarquée jusque-là. Je l'avais vue toute ma vie, mais seulement depuis la terre. Là, depuis l'eau, elle paraissait différente, plus grande, plus lourde. Les arbres formaient une silhouette déchiquetée sur le ciel, et les collines derrière ressemblaient à des animaux endormis qui commençaient à bouger. Plus on approchait, plus elle semblait familière. La forme de la côte, la pente du terrain. C'était comme ramer vers un souvenir qu'on n'arrive pas à replacer, jusqu'à ce qu'on y soit. À mi-chemin peut-être, je me suis retourné pour regarder derrière nous, et j'ai vu que notre île disparaissait déjà dans la brume. Un brouillard bas arrivait vite, rampant sur l'eau comme de la fumée dans de l'herbe. La plage, les maisons, même les arbres avaient disparu. Juste une tache grisâtre, floue, derrière nous. Elle paraissait plus loin qu'elle ne l'était vraiment. Des ailerons, dit Sam, et il le dit trop calmement, comme s'il essayait de ne pas affoler les autres. On a tous regardé. Juste à droite du bateau, quelque chose a glissé sous la surface. Long, lisse. Ça a passé sans un bruit. Puis une autre, 5. Et encore une. Juste sous la ligne de flottaison, elles tournaient en larges cercles lents. Je ne distinguais pas bien leur forme, mais leur mouvement avait un but. Requin, souffla Jonas. Pointe noire, je crois. Ellie s'est penchée en avant. Comment tu peux savoir ? Jonah n'a pas répondu. Il a juste commencé à ramer plus vite. Nathan aussi. Aucun des deux n'a dit un mot, mais le canot a commencé à bondir plus fort, à chaque coup de rame. Sam a sorti le marteau de son sac et l'a serré comme si ça allait servir à quelque chose. Le bateau tanguait à cause de la force des coups. L'eau éclaboussait. L'avant s'inclinait. J'essayais de rester calme, mais l'air autour de moi semblait s'être raréfié, et tous mes muscles se tendaient face à quelque chose d'invisible. L'île était assez proche pour qu'on distingue bien la ligne rocheuse. Pas de quai, aucun chemin. Juste un rivage brisé et des buissons épais qui descendaient presque jusqu'à l'eau. Un arbre tordu penché au-dessus de la mer, près d'un étroit bout de plage à peine assez large pour qu'on tienne debout. Ça avait l'air intact, hostile. Puis il y a eu le choc. Un bruit sourd, suivi d'un coup qui fit tanguer le canot,
comme si on avait heurté quelque chose sous la surface. « Récif !» cria Jonah. Le bateau bascula violemment d'un côté, puis de l'autre. L'eau s'engouffra par une fissure sous le banc central. Froide, rapide, montante. Quelque chose de lourd a heurté les planches le marteau, peut-être. Une seconde plus tard, un des sacs s'est éventré et a tout déversé sur le banc. Pain, cordes, canifs, tout glissait vers le côté qui coulait. « Dehors !» cria quelqu'un. On n'a pas discuté, on a bougé. Le canot coulait déjà sous nos pieds, penché d'un côté. J'ai repoussé le banc et plongé, sans même savoir si je sautais ou si je tombais. L'eau m'a avalé jusqu'au cou. Le froid a frappé comme un coup de poing, et mon souffle s'est figé dans ma poitrine. Derrière moi, des éclaboussures, des halètements, des membres frappant l'eau. Je l'entendais, mais je ne me retournais pas. Le courant était plus fort que je ne l'aurais cru. Mes bras étaient lents, mes jambes plus lourdes qu'elles n'auraient dû l'être. Je nageais vers le rivage. Chaque respiration était brève, brûlante. Quelque chose a effleuré mon pied, trop rapidement pour que je sache ce que c'était, trop doux pour être une branche. Je n'ai pas ralenti. La distance ne devait pas dépasser 30 mètres, mais c'était comme nager à travers du verre. Un verre qui vous tire vers le fond au lieu de vous laisser passer. Quand mes doigts ont enfin accroché un rocher, je me suis hissé si vite que j'ai écorché mes 2 coudes. Je m'en fichais, les autres se sont échoués sur la plage derrière moi. Rampant, se traînant, recrachant de l'eau salée. Le canot avait déjà disparu, soit avalé par le récif, soit dérivant, à moitié inondé vers la brume. Aucun de nous n'avait gardé son sac. Pas de boussole, pas de nourriture, pas de couteau. Le marteau était sans doute au fond de la mer maintenant. Tout ce qu'on avait préparé était perdu. On est resté là, grelottant, ruisselant, à reprendre notre souffle. Un à un, on s'est regardé, pour compter. 5. Il ne manquait personne. Personne n'était blessé. Du moins, pas sérieusement. Puis on a observé les environs. Il a fallu quelques secondes avant que quelqu'un parle. « C'est le même endroit », dit Sam, plus lentement cette fois. « C'est la même plage. Ça y ressemblait presque. Le même arbre tordu penché au-dessus de l'eau, comme s'il écoutait aux portes. Le même amas de rochers noirs qui ressortait le long de la courbe de la crique. La même pente douce menant à la lisière des arbres. Même la forme du rivage semblait familière, comme si on avait traversé le temps plutôt que l'espace. Jonah fit un tour complet sur lui-même, balayant les arbres, le rivage, puis l'eau à nouveau. « On n'est pas allé bien loin, dit-il. » Sa voix ne sonnait pas en colère. Elle sonnait résignée. Ellie plissait les yeux vers l'océan, le visage tendu. On a ramé. On a vu l'île. On est parti. Il ne le disait pas pour convaincre les autres, mais comme pour se rappeler à lui-même. Personne ne répondit. On a commencé à marcher, lentement d'abord, encore en train d'essayer de comprendre. La plage ressemblait à la nôtre. Mais ce n'était pas la nôtre. Les rochers étaient un peu trop aiguisés. La pente montait avec un angle légèrement différent. La forêt était plus fine. La couleur de l'herbe un peu étrange. Assez proche pour nous troubler. Assez différente pour nous mettre mal à l'aise. Un sentier étroit partait de la plage et s'enfonçait dans les bois, juste assez large pour qu'on y marche à 2 de front. Aucun de nous ne se souvenait qu'il existait. L'air avait changé dès qu'on a commencé à grimper. Lourd et chaud, comme si la météo avait basculé d'un coup. Les arbres ondulaient doucement, mais l'herbe sur la pente bougeait un peu trop. Jonah ouvrait la marche, Sam juste derrière lui. Puis Nathan, Ellie et moi. On avait à peine fait 30 ou 40 pas quand Nathan s'est arrêté. Mais j'ai vu où il regardait. Plus haut, vers la grande herbe qui bordait la colline. J'ai suivi son regard, et je me suis figé. Elle était là, si proche, une femme très grande. Elle ne marchait pas, elle ne bougeait pas du tout, juste debout dans l'herbe comme si elle attendait qu'on la voie. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Même le vent continuait comme si elle ne faisait pas partie du monde. L'herbe autour d'elle ondulait. Sa robe humide lui collait aux jambes. Mais elle ne bougeait pas, ne respirait pas. Ses bras pendaient droit le long de son corps, trop droit, trop lourd, comme si elle ignorait comment il devait fonctionner. Elle se tenait à une dizaine de mètres plus haut, assez près pour qu'on voie ce qui clochait dans sa manière d'être. Sa posture ressemblait presque à celle d'un humain, comme une silhouette dessinée de mémoire par quelqu'un qui n'en a jamais vraiment vu. C'est là que j'ai compris ce qui me tordait le cerveau. Tout autour d'elle bougeait, mais elle, non. Pas même un tressaillement. « Vous la voyez ?» demanda Ellie. Sa voix était basse, tendue, comme s'il ne savait pas s'il parlait à nous ou à lui-même.
Bien sûr qu'on la voyait. Aucun de nous n'avait détourné les yeux. On avait l'impression que cligner des paupières pouvait briser une barrière invisible et la faire s'approcher. Puis elle a souri. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi ça m'avait retourné l'estomac. Ce n'était pas exagéré, pas monstrueux. C'était subtil, juste faux. Sa bouche s'était étirée dans ce qui aurait dû être un sourire, mais la forme était étrange. Les coins descendaient au lieu de monter, comme si quelqu'un avait essayé de l'imiter de mémoire et s'était trompé dans la géométrie. Mais le reste de son visage, les parties qui bougent quand on sourit, étaient parfaits. Les joues se soulevaient, la peau autour des yeux se plissait. Ce décalage-là, c'était pire que tout le reste. Ses yeux étaient doux, vraiment doux. Pas froids, pas absents. Elle nous regardait comme une mère regarde ses enfants. Il y avait de la chaleur dans son expression, et c'est justement ça qui m'a glacé la peau d'une manière que je n'arrive toujours pas à expliquer. Si j'avais su à ce moment-là ce que je sais maintenant à propos de cette femme, j'aurais fait demi-tour et replongé dans l'eau. J'aurais préféré affronter les requins, sans hésiter. Elle leva le bras. Le geste était lent, maladroit, comme si ses articulations ne lui appartenaient pas. Sa main se leva jusqu'à ce qu'un doigt long et raide pointe droit dans notre direction. On n'a pas crié, on n'a pas couru. On a juste commencé à reculer, doucement, sans lui tourner le dos comme si lui faire face était notre seul rempart. Sam bouscula Jonah qui marmonna un juron. « Pourquoi elle nous pointe du doigt ?» souffla Sam, à peine audible. Personne ne répondit. Je fixai son doigt. Quelque chose clochait. L'angle. Il n'était pas tout à fait bon. Ellie plissa les yeux, fit un pas en avant. « Attendez, murmura-t-il. Je crois pas qu'elle pointe vers nous. » J'ai regardé son doigt, puis son visage. Il avait raison. Ses yeux n'étaient pas fixés sur nous. Ils visaient juste au-dessus de nos têtes. Son bras traçait une ligne droite dans l'air, pas vers nous, au-dessus de nous. C'est là que je l'ai senti, ce tiraillement lent dans le ventre. Ce réflexe primitif, quelque chose était derrière nous. On s'est retournés, tous en même temps, et on les a vus. 5 personnes, debout dans les bois derrière nous, juste au-delà du sentier, à moitié dissimulées par les arbres. Pas cachées, juste en attente. Elles se nous ressemblaient, même taille, même cheveux, même carrure. Mais il y avait des choses qui n'allaient pas, des détails qu'on ne remarquait pas tout de suite. Les vêtements étaient inversés, les boutons du mauvais côté, les lacets noués d'une manière qui n'avait aucun sens. Le double de Nathan avait une déchirure à sa chemise, comme il le faisait toujours quand il était nerveux, sauf que les bras étaient inversés. Gauche là où devrait être la droite. Il ne bougeait pas, juste là, parfaitement espacés, alignés, comme des mannequins dans une vitrine. On n'a rien dit. Eux non plus ne bougeaient pas. Ils restaient là, le visage vide, comme s'ils attendaient quelque chose. J'ai reculé sans le vouloir. Le craquement des feuilles, sous mes pieds, m'a paru assourdissant. L'air avait changé. Pas plus froid, pas plus sombre, juste faux. Comme si les règles qu'on connaissait, celles qu'on croyait universelles, avaient soudain cessé de s'appliquer. J'ai jeté un œil à la femme. Elle était toujours là. Elle ne pointait plus. Son corps n'avait pas bougé d'1 centimètre. Mais sa tête, elle, avançait. Juste sa tête, qui penchait, qui se tendait vers nous comme si elle était tirée par une ficelle invisible. Son cou s'allongeait anormalement, les vertèbres visibles sous une peau trop tendue pour se plier, comme si elle voulait nous atteindre sans faire un seul pas, comme si elle essayait de nous toucher avec son visage seul. Elle nous fixait avec ce sourire inversé, cette bouche tordue dans une forme que la tristesse ne devrait jamais prendre, et ses yeux si chaleureux, d'une gentillesse impossible. Cette contradiction, le chagrin métamorphosé en joie, était figé dans son visage comme si elle y avait toujours appartenu. Ses yeux étaient ébraqués sur nous, maintenant. Pas sur les doubles, sur nous. Je sentais son regard me peser sur la poitrine, un poids qui me comprimait de l'intérieur. Ellie inspira brutalement, un souffle court et tremblant qui devint un sanglot. Brusque, incontrôlé, il n'en fallut pas plus. Son corps ne bougea pas, son visage ne changea pas. Elle ouvrit juste la bouche et hurla. Ce cri, ce n'était pas humain, ce n'était pas un son qui devrait exister. Ça commença bas, comme les gémissements d'un navire sous pression. Puis ça monta, en devenant tranchant, métallique, comme du métal rouillé qu'on déchire sous l'eau. La note grimpa encore, bien au-delà de ce qu'un être humain peut produire. On s'est jeté au sol, instantanément, les mains sur les oreilles. Le son, il n'était pas seulement fort, il était en nous, dans nos os, nos dents, nos crânes.
Sam criait quelque chose, mais je ne pouvais pas l'entendre. Tout ce que j'entendais, c'était elle. Et puis, plus rien. Pas d'écho, pas de déclin. Juste le silence. Un silence brutal, presque plus douloureux que le cri. Mes oreilles bourdonnaient, comme si j'avais été plongé sous l'eau. Pendant quelques secondes, je n'entendais que ma propre respiration, hachée, désordonnée. Quand j'ai levé les yeux, elle n'était plus là, et les autres non plus. Ceux qui nous ressemblaient, disparus, sans trace, comme s'ils n'avaient jamais été là. « Je veux rentrer », dit Ellie derrière nous. Sa voix se brisa à mi-chemin. On n'aurait jamais dû venir. Il faut partir, ça. On ne savait même pas ce que c'était, tout ça. Je crois qu'on est déjà chez nous, murmura Nathan. Mais ça sonnait faux. Personne ne confirma. Personne ne le regarda. Parce que, quoi que soit cet endroit, il n'était pas chez nous. Il en avait juste l'apparence. Et maintenant, il savait qu'on était là. On n'avait pas de bateau, pas d'issue, pas de choix. Alors, on s'est enfoncé dans l'intérieur de l'île. Il n'y a pas eu de discussion, pas de décision de groupe. Juste une compréhension silencieuse. Rester là où on était semblait pire que d'aller plus loin. On ne savait pas ce qu'on cherchait. Un abri peut-être, un sens. Mais rester immobile, c'était comme inviter ce qui venait ensuite à venir nous trouver. La forêt nous a engloutis rapidement. Le sentier qu'on avait emprunté quelques minutes plus tôt avait disparu, dissous derrière un mur d'écorce et de feuillage. Et plus on avançait, plus tout devenait étrange. Les arbres n'étaient pas normaux. Pas de façon évidente, rien qui sauterait aux yeux de quelqu'un venant d'arriver. Mais nous, on connaissait les arbres. On avait grandi à grimper dedans, à les couper, à compter les cernes des troncs abattus par les tempêtes. Et cela avait l'air d'imitation, comme si quelque chose avait essayé de les recréer de mémoire et s'était trompé dans les proportions. Trop de nœuds. Des branches qui se tordaient en arrière vers le tronc. De l'écorce qui ressemblait à du tissu humide quand on la frôlait de la main. Le sol était mou, mais pas à cause de la mousse ou des feuilles. On aurait dit qu'il avait été remué récemment, comme si quelque chose avait bougé juste en dessous. L'air sentait le fer, la moisissure, et cette odeur douceâtre de décomposition, profonde, venue du cœur des bois. Finalement, on est tombé sur une clairière, pas plus large qu'un petit bateau de pêche. Un arbre tombé la traversait en deux, à moitié déraciné, recouvert d'une mousse verte épaisse qui serpentait le long de son tronc comme des veines. Jonas y est assis, les mains sur les genoux, le visage blême. « C'était quoi ça » demanda-t-il. Personne n'avait de réponse. Sam recommençait à faire les 100 pas, passant sa main dans ses cheveux encore et encore. Et Ellie était adossée à un arbre, les yeux fixés sur le sous-bois, comme s'il s'attendait à voir surgir la femme, ou quelque chose d'autre. C'est là qu'on l'a entendu. Clic. Un son discret, mécanique, anormal. Ce n'était pas une branche qui craque, ni le vent dans les feuilles. C'était le bruit précis d'un loquet qui se soulève. Une porte. Quelque part devant nous, dans les bois. Personne n'a dit qu'on devait y aller. Mais on l'a fait. Personne n'a proposé de faire demi-tour. Personne n'a demandé « Est-ce qu'on est sûr ?» Peut-être parce qu'en le disant à voix haute, on l'aurait rendu réel. Ou peut-être parce que ce bruit, ce clic métallique si clair, ressemblait à un fil tendu. Et on ne pouvait pas s'empêcher de le suivre. En avançant, la forêt ne devenait pas plus dense. Elle devenait plus sombre. La lumière entre les branches avait perdu sa netteté. Lui-même s'était affaibli avant même d'atteindre les feuilles. L'air recommençait à nous oppresser. Mais cette fois, ce n'était pas comme sur la plage. C'était plus lourd. Comme si quelque chose qui nous observait avait commencé à respirer. Finalement, les arbres se sont écartés. Une autre clairière. L'herbe y était plus courte, jaunie et sèche, elle craquait sous nos pas. Et au milieu, il y avait une maison. Personne n'a parlé tout de suite. Elle n'était pas en ruine, ni délabrée. Juste vieille. Des planches vieillies, de la peinture fanée par le soleil. Un petit perron penché d'un côté, et le toit légèrement affaissé au centre, comme si quelque chose de lourd s'y était un jour installé. Elle avait l'air habitée. Peut-être pas maintenant, mais récemment. On s'est approché lentement. Pas par curiosité, par prudence. Quelque chose ralentissait nos pas sans qu'on en parle. Je n'arrêtais pas de regarder les fenêtres. Je m'attendais à tout moment à voir quelqu'un juste derrière la vitre, nous fixant. Nathan s'est arrêté avant les autres. Il a penché la tête, puis a pointé du doigt un coin du perron. « Mon père a fabriqué un poteau comme ça », dit-il doucement. « Comment ça ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu tout de suite.
Il a avancé de quelques pas, plissant les yeux vers le cadre de la porte, puis vers les boiseries sous les fenêtres. « On dirait notre maison, dit-il. Ce n'est pas la même, mais c'est proche. » Il a posé un pied sur le perron. On l'a suivi, hésitant. Aucun de nous ne voulait s'approcher de cette maison, mais personne ne voulait non plus laisser Nathan y aller seul. La porte était déjà entr'ouverte, à peine de quelques centimètres. Nathan a quand même hésité, comme si quelque chose pouvait encore surgir et la refermer d'un coup. Mais rien n'était venu. Alors il l'a poussée doucement. L'odeur nous a frappés en premier. Pas de pourriture, juste l'air vicié et le bois ancien. L'odeur d'une pièce restée trop longtemps close. Là où la poussière ne flotte plus, elle s'est incrustée dans les murs. De dehors, la maison paraissait petite, mais à l'intérieur, on avait l'impression qu'elle s'étirait, comme si les murs avaient été tirés juste assez pour que tout paraisse faux. La lumière était tamisée, teintée d'orange, comme si elle traversait un mauvais type de verre. Le couloir était étroit. Un porte-manteau sur le côté, des traces d'usure au sol, une chaise dans un coin, familière, mais sans qu'on sache pourquoi. Nathan est entré le premier. On l'a suivi, à pas lents. Il restait silencieux, fixant les photos sur le mur. C'étaient des photos de sa famille, ses parents, sa sœur, lui. Mais tout était inversé. La montre de son père était du mauvais côté. La tache de naissance de sa sœur avait changé de joue. Et les sourires avaient l'air normaux au premier regard. Mais en regardant mieux, trop ciné vers ce qui semblait être un salon en miroir. Sur notre île, le salon de Nathan était à gauche en entrant. Ici, il était à droite. Pas juste l'aménagement, tout. Les meubles étaient les mêmes types, pas identiques, mais proches, même couleur, même marque d'usure. Une horloge sur le mur tic-taquait un demi-temps trop lent. Au-dessus de la cheminée, un tableau montrait un paysage qu'on connaissait tous, mais la rivière y coulait dans le mauvais sens. « Je veux partir », dit Élie derrière moi dans un souffle presque inaudible. Personne ne répondit. On continuait à regarder. La pièce nous retenait. Pas physiquement, mais comme dans ces cauchemars où l'air est trop dense, où reculer réveillerait quelque chose. On n'était pas figé, juste lent, prudent. Jonah observait la bibliothèque. Ellie restait près de la cheminée. Moi, j'étais contre le mur, regardant l'aiguille des secondes sautiller à chaque clic. Sam s'était approché du tableau, le fixant comme s'il s'attendait à ce qu'il cligne des yeux. Personne ne parlait. On était tous trop absorbés, à scruter les coins, à détailler chaque petite anomalie, à essayer de comprendre ce qu'était cet endroit. Puis Sam s'est tourné, les sourcils froncés. Où était Nathan ? Toutes les têtes se sont tournées. Il n'était plus là. Il n'avait fait aucun bruit, pas de pas, pas de porte. Il s'était évaporé, comme de l'air. On a fouillé la maison en vitesse, en criant son nom, en courant d'une pièce à l'autre dans une précipitation pas vraiment bruyante, juste maladroite, comme si notre panique ne voulait pas faire de bruit mais ne pouvait pas s'en empêcher. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où il aurait pu aller. Le couloir menait à une petite cuisine, un escalier et une pièce étroite au fond, avec une porte fermée à clé. Jonah a essayé la poignée. Elle ne bougeait pas. Aucune lumière sous la porte. Aucun son de l'autre côté. Sam a monté les escaliers, 2 à 2. Ellie et moi, juste derrière lui. Il grinçait là sous nos pieds comme des escaliers normaux. Rien de théâtral, rien de dramatique. Mais chaque grincement du bois semblait trop aigu. Comme si la maison répondait. Il y avait 2 chambres à l'étage. L'une était vide, nue à l'exception d'un cadre de lit et d'une fenêtre clouée. La seconde avait une commode, un miroir avec un coin fissuré et plus de photographies. Une version différente de la famille de Nathan. Cette fois, les visages manquaient de certains des cadres, floutés ou trop sombres pour être vus. Mais pas de Nathan. Lorsque nous sommes arrivés en bas, Jonah n'était pas là. Nous l'avons trouvé juste dehors, à quelques pas du porche, les bras croisés. « J'ai vérifié autour de la maison aussi, » dit-il, sans nous regarder. Il n'est pas là. Nous sommes restés là, nous 4, face à la maison, comme si elle allait nous rendre quelque chose. La porte ouverte béait devant nous, l'air froid s'échappant comme s'il n'appartenait pas à cet endroit. Sam m'a regardé. On retourne. Personne n'a répondu. Puis des pas. De l'intérieur, lents, mesurés, se rapprochant. Le porche a grincé. Nathan est apparu dans l'encadrement de la porte. Il est juste resté là, comme s'il n'était jamais parti. Son visage était vide. Sa chemise était humide. Aucun de nous n'a parlé. Personne n'a bougé. Il a fait un pas en avant lentement,
une main effleurant le cadre comme pour s'ancrer. Il avait l'air reposé, mais la coupe semblait décalée, comme s'ils appartenaient à une version de lui un peu plus petite ou différente. Il a cligné des yeux, nous a regardés en plissant les yeux. Puis il a froncé les sourcils, perplexe. Ce qu'il a dit, « Pourquoi vous me fixez comme ça ?» Élie a été le premier à parler. « Où diable es-tu allé ?» Nathan a penché la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'étais à l'étage. On a vérifié à l'étage, dis-je, chaque pièce. Nathan nous a regardés un par un. Son visage était d'abord vide, mais quelque chose a changé. Un éclat d'un sourire qui est venu et reparti trop vite. Pas chaleureux, juste, joué. « Je vous ai vu, dit-il, à travers la rambarde. Vous étiez dans le couloir. Vous êtes juste parti. Cela n'avait aucun sens. Nous avions fouillé chaque pièce. Il n'était pas là. Personne ne l'avait vu. Et il n'y avait aucune chance qu'il ait manqué le bruit que nous avons fait. Je surveillais ses mains. Nathan frottait toujours son pouce contre son articulation quand il était nerveux. Un petit tic, inconscient. Les mains de Nathan étaient immobiles, détendues, à ses côtés. Il est descendu du porche, aucun de nous n'a bougé. « On y va ?» demanda-t-il. Même voix, même visage, mais le rythme était décalé d'un battement. Trop calme, trop fluide. Personne ne répondit. Nous fixions juste, attendant que quelque chose ne se déplace mal. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, mais je ne pouvais pas former les mots. Pas les bons, en tout cas. Nous avons commencé à bouger, vifs, déterminés, sans vraiment courir, mais plus du tout prêts à nous arrêter. Le ciel devenait sombre rapidement, les bois se teintaient de couleurs plus profondes, et tout autour de nous semblait se resserrer dans un silence qui ressemblait plus à une observation qu'à une immobilité. Jonah marchait devant. Sam restait à côté de moi. Élie et Nathan traînaient derrière nous, un peu plus lentement, pas trop loin au début. Nous étions presque arrivés à la plage quand ça nous frappa. Une voix éclata derrière nous, râpeuse, aiguë comme une gorge essayant de parler pour la première fois et se déchirant dans le processus. Il y avait la forme d'un mot, mais le son ne savait pas comment le tenir. Nous figeâmes. Aucun de nous ne regarda en arrière. « Courez !» dit Jonah fermement. C'était tout. Alors nous avons couru. Les branches fouettaient tous nos bras. Les racines attrapaient nos pieds. Le chemin tournait dans le mauvais sens plus d'une fois, et chaque arbre ressemblait à celui que nous avions déjà passé. Mais nous avons continué à avancer, poussant à travers la forêt qui se resserrait jusqu'à ce que les arbres s'écartent enfin de nouveau et que nous apercevions le quai, tordu et penché, à moitié couché au bout. Un bateau était amarré. Ce n'était pas celui que nous avions pris, mais quelque chose de plus vieux, plus étroit, encore à flot. Nous nous sommes arrêtés au bord de la route, juste à côté des bateaux, et nous nous sommes retournés. J'ai vérifié pour m'assurer que tout le monde était avec nous. Élie ne l'était pas. J'ai observé la clairière, m'attendant à le voir arriver en courant derrière, jurant ou essoufflé. Mais le tournant du chemin est resté vide. Nous avons attendu. Quelques secondes de plus passèrent, puis nous l'avons entendu. Un cri déchirant et aigu, résonnant à travers les arbres comme s'il n'appartenait pas à une voix, mais à quelque chose qui se brisait. Pas des mots, juste de la douleur. Jonah bougea le premier. Il s'éloigna des bateaux, un pied tourné vers les bois. Et c'est là qu'elle apparut. Elle marcha lentement, sortant du tournant de la clairière, se dirigeant vers nous. Dans ses bras, Élie. Il criait toujours. Son corps se tordait, les jambes donnant des coups, les mains griffant ses épaules. Elle ne luttait pas. Elle ne semblait même pas le remarquer. Ses bras étaient enroulés autour de lui, le pressant contre sa poitrine comme une mère calmant un enfant en pleine crise. Son visage était fixé sur nous. Pas sur Élie, pas sur la forêt, juste sur nous. Ses yeux ne nous quittaient pas comme si elle voulait que nous voyions tout. Et nous l'avons fait. Ce même sourire descendant creusait sa bouche en une courbe profonde et tendue. On aurait dit que l'expression avait été sculptée sur son visage avec du fil, tendu et déformé. Mais ses yeux racontaient une autre histoire, doux, vitreux, plein de chaleur, comme si elle regardait quelque chose de beau se dérouler. Alors qu'elle tenait Élie plus fort, ses lèvres frémirent légèrement, comme si la forme était difficile à maintenir. Ses joues tressautaient, comme si elle ne pouvait pas décider si elle devait froncer les sourcils ou rire. Elle essayait d'être douce. Elle voulait que nous le sachions. Élie criait, mais ce n'était pas juste de la peur. C'était douloureux, une vraie douleur, poussée contre ses épaules, griffant, frappant rien qui fasse une différence.
Ses jambes donnaient des coups violents, son corps tout entier se débattant comme un animal pris dans un piège. Les talons de ses bottes effleuraient à peine la terre tandis qu'il était soutenu, et pourtant elle nous regardait, comme si c'était nous qu'elle tenait. Sam fit un bruit, moitié sanglot, moitié juron, et fit un pas en avant. Jonah saisit son bras. « On ne peut pas », chuchota-t-il, la voix brisée. « On ne peut pas. » Mais nous avons tous fait un pas malgré tout. Moi aussi. J'ai senti mon pied bouger avant que je ne veuille, comme si quelque chose en moi ne pouvait pas rester là, à regarder. Puis Ellie hurla à nouveau, plus fort cette fois, aigu et désespéré, rauque au bord. Ce genre de son qui brûle la gorge même quand ce n'est pas vous qui le produisez. Il continuait à donner des coups de pied. Il essayait encore. Elle ne tressaillit pas, n'a pas resserré son étreinte soudainement. Ce n'était pas de la violence, c'était de la pression, constante, contrôlée, comme si elle le calmait en silence, un os à la fois. Ses hurlements de douleur se transformèrent en un halètement brisé, comme si même sa voix était en train de s'éteindre. Puis nous l'avons entendu. Un seul craquement, subtil, silencieux, comme une branche épaisse se brisant sous le pied. Ellie se secoua une fois dans ses bras, puis il cessa de bouger. Sa tête tomba contre son épaule. Ses bras pendèrent de chaque côté, vides de toute lutte. Elle ne cessa pas de sourire. Elle le tenait là, toujours en nous fixant, ses yeux ancrés dans les nôtres comme si elle voulait voir ce que nous allions faire ensuite. Ses doigts effleurèrent son dos dans des cercles lents et sans signification, comme si elle le berçait pour l'endormir. Jonah fit un pas en arrière en premier, puis Sam. Je suivis. Je ne réfléchis même pas, je bougeais. Le bateau gratta contre la roche alors que nous le tirions dans l'eau. Nathan n'avait pas parlé. Je le regardais une fois, juste une fois, et je regrettais de l'avoir fait. Il ne pleurait pas, ne respirait pas fort, il se tenait parfaitement immobile, la fixant. Et il y avait quelque chose de petit et de doux au coin de sa bouche, un sourire tenté, juste assez pour être vu, juste assez pour être erroné. Nous montâmes dans le bateau, nous le poussâmes. Personne ne se retourna sauf moi. Elle était toujours debout, au bord des arbres, le corps d'Ellie, mou, contre sa poitrine. Un bras l'enveloppait comme s'il était à elle, et l'autre se leva lentement. Elle fit signe. Nous ne parlâmes pas sur l'eau. Aucun de nous ne toucha les pagaies au début. La marée nous tirait doucement, comme si la mer elle-même était trop fatiguée pour se battre. Le soleil avait presque disparu sous l'horizon, baignant tout dans cette étrange lumière cuivrée qui rend le monde irréel, comme si vous le voyiez à travers un souvenir plutôt qu'avec vos propres yeux. Jonah prit enfin une pagaie, Sam l'autre. Je m'assis au milieu, les bras enroulés autour de mes genoux, fixant les motifs de vagues qui traînaient derrière nous. Je ne me souviens pas du moment où nous avons perdu de vue l'île miroir. Je me souviens juste du moment où l'île réelle est apparue à l'horizon, la même île que nous avions quittée, les mêmes maisons, les mêmes collines, les mêmes quais. Mais nous n'étions pas revenus entiers. L'un de nous était mort, et l'un de nous était revenu, déformé. Il y avait une foule au bord de la rive, des gens du village, des parents, quelques frères plus âgés, une grand-mère les bras croisés. Ils ne criaient pas, ne se promenaient pas, ne scrutaient pas l'horizon. Ils restaient là comme s'ils avaient attendu. Le bateau riva contre le sable. Des mains s'étendirent vers mon père, la mère de Sam, l'oncle de Jonah. Ils nous aidèrent à sortir sans un mot, leurs yeux passant d'un visage à l'autre, contents. Quand ils ne trouvèrent pas Ellie, personne ne le dit à voix haute. Ils savaient juste. Sa mère commença à pleurer doucement au début, puis de façon aiguë et tremblante. Son père se tenait derrière elle, immobile, regardant au-delà de nous, vers l'horizon, comme s'il espérait toujours voir son fils apparaître. Un des anciens du village, peut-être le prêtre, peut-être juste quelqu'un qui avait déjà vécu cela, posa une main sur son dos et la conduisit doucement loin. Elle ne résista pas. Elle se laissa simplement mener, marchant comme une personne faite de papier. Quelqu'un tendit la main vers Nathan et le tira à terre, calme et délibéré. Sa mère se précipita ensuite, jetant ses bras autour de lui, le serrant si fort qu'on aurait dit que cela faisait mal. Elle pleurait aussi, mais c'était différent. Ses mains s'entrelacèrent dans le dos de sa chemise, mais son visage restait tendu, comme si elle essayait de se convaincre que c'était bien lui, comme si elle savait déjà qu'elle devrait encore le laisser partir. Nathan ne la serra pas au début. Il enroula ses bras autour d'elle. Lorsqu'elle se recula pour le regarder, quelque chose changea dans son visage. Ses mains restèrent sur ses épaules, mais ses doigts s'étaient raidis. Ses yeux l'examinèrent comme si elle ne reconnaissait pas ce qu'elle tenait. Nathan sourit. « Tu me tiens comme si j'étais mort. » Sa voix était presque ludique,
Presque. Il laissa échapper un petit rire, silencieux, mince, comme s'il n'était pas sûr que la blague ait pris. C'était trop de pratique. C'était trop rapide et ça se terminait trop tard, suspendu dans l'air comme s'il ne savait pas quand s'arrêter. Son sourire resta en place, mais il ne se stabilisa pas correctement. Les coins de sa bouche commencèrent à se baisser plutôt qu'à remonter. Au début, on aurait dit un tic nerveux. Puis ça continua, s'étirant de plus en plus, tordant les muscles de son visage en cette même expression tendue qu'on avait vue sur elle. Un sourire qui tentait de mimer la joie, mais échouait dans sa géométrie. Ses yeux ne correspondaient pas. Ils étaient lourds, vitreux, remplis de quelque chose qui n'avait pas sa place dans un sourire. Du regret peut-être, ou du chagrin. Il n'avait pas peur, juste, résigné. Comme si quelque chose en lui comprenait ce qui allait suivre et n'essayait pas de le combattre. Sa mère lâcha ses bras. Elle fit un pas en arrière, une main couvrant sa bouche. Derrière elle, les autres avaient déjà commencé à bouger. Ils ne haussaient pas la voix, ils ne se disputaient pas. C'était comme si tout le village avait déjà accepté ce qui devait se passer. Quelques hommes s'avancèrent, l'oncle de Jonah, le père de Sam, un voisin que je ne connaissais pas par son nom. Nathan ne résista pas. Il ne demanda pas pourquoi. Il se contenta de rester là, les épaules basses, les yeux toujours fixés sur sa mère. Une main se tendit vers sa manche, l'autre vers son col. Ils l'accompagnèrent jusqu'à la mer comme s'ils l'avaient déjà fait auparavant. Pas de cérémonie, pas de cris. Juste le bruit de la marée et le murmure bas des pas sur le sable mouillé. Ils le maintinrent sous l'eau jusqu'à ce que les vagues cessent de se mouvoir autour d'eux. Puis ils le lâchèrent en main. Je me demande encore si le vrai Nathan est mort dans cette maison, ou si nous l'avons laissé là, vivant, nous regardant partir. Parfois je pense que ce qui est revenu avec nous ne jouait pas un rôle. Je pense que ça croyait être lui. Nous supplions nos parents d'envoyer quelqu'un, un bateau, une équipe de recherche, n'importe quoi. Mais ils nous regardaient à travers, comme si nous n'avions pas parlé, comme si nous n'avions pas vu ce que nous avions vu. Le lendemain, personne n'a même prononcé son nom.